Yosha Misha, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Alors, nos auditrices et nos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin et nous voulions discuter ensemble de ce qui se passe à moins de 3 semaines, donc moins de 20 jours même des élections législatives en Israël et ce qui se passe en général, on va dire, et puis plus spécifiquement dans la gauche israélienne. Et alors je ne vais pas vous cacher qu'en hors antenne, vous m'avez dit « Ah, on va discuter, mais les jeux sont faits ». Alors dites-moi pourquoi vous pensez que les jeux sont faits ? Je pense que les jeux sont faits parce que on en fait une fausse, j'appellerais ça une fausse campagne, une fausse rivalité entre le Likoud et bleu-blanc, Kahol-Lavan, dans la mesure où si vous écoutez bien ce que disent les leaders, ou ne disent pas d'ailleurs, les leaders de Kahol-Lavan, vous verrez que en gros, on a affaire à un Likoud bis, je dirais. Il est possible, il faut l'espérer, que les leaders de bleu-blanc soient, soient pas menacés d'être rattrapés par des ennuis judiciaires et des enquêtes de police. Il faut l'espérer, pour eux et pour nous, pour tout le monde. Mais à part ça, leur idéologie, vous voyez très bien que ils s'abstiennent avec une très grande constance de parler de tout ce qui peut avoir trait à la question du conflit israélo-palestinien. On n'entend rien là-dessus, on n'entend rien sur ce qui doit se passer avec les territoires de Judée-Samarie, Cisjordanie. Leur rapport à la population arabe israélienne est un rapport je dirais, aussi méprisant, aussi distant et aussi humiliant même que celui que le Likoud peut avoir. Donc voilà, vous savez comme moi, et je pense que tous ceux qui nous écoutent le savent, la campagne continue à être une campagne personnelle. Il n'y a pas de vraie différence de programme, à mon avis, entre ces deux grandes formations. La question qui est posée maintenant, c'est la question qui nous a été posée en avril. Oui ou non, un nouveau mandat pour Benjamin Netanyahou, et tout ça se cristallise là-dessus. Mais dans les idéologies, c'est pour ça que je vous dis que les jeux sont faits, même si bleu-blanc. Lorsque vous dites les jeux sont faits, ça veut dire que la droite remporte les élections de toutes les manières. Oui. Moi, je pense que bleu-blanc est un parti de droite soft, on va dire. Oui. Alors que le Likoud a glissé, malheureusement, rien à voir évidemment avec le Likoud historique qu'on a pu connaître avec Begin. Il a glissé aujourd'hui une formation très extrémiste, dont certains des membres s'expriment d'une manière inacceptable par rapport à toutes sortes de questions de société. C'est plutôt défaitiste comme approche, c'est-à-dire vous êtes en train de dire, Yosh, vous êtes en train de dire que en fait, ce qui empêcherait le Likoud et Bleu-Blanc de s'unir, c'est uniquement la présence de Benjamin Netanyahou, et que lorsque Benjamin Netanyahou ne sera plus sur la scène politique israélienne, eh bien il y aura une formation de droite qui pourrait rassembler près de 50 ou 60 députés, peut-être même plus. Mais écoutez, je pense que... je vois pas du tout pourquoi c'est pessimiste. Je pense qu'il faut être réaliste. Il y a eu un glissement, moi j'appelle ça un glissement tectonique, ce n'est pas conjoncturel. La population juive, la majorité juive ici en Israël est très certainement glissée nettement et spectaculairement vers la droite et vers le avec un retour du religieux aussi, un retour en force, je dirais, et il faut en prendre note. Mais en même temps, et je parle à l'homme de gauche que vous êtes, en même temps, on doit constater que ces dernières semaines, il y a un Avigdor Lieberman qui se renforce avec un message extrêmement laïque, un Lapid qui brandit toujours cet étendard de la lutte contre on va dire la coercition orthodoxe. Il y a aussi, c'est pour ça que je disais que de votre point de vue, peut-être ça paraissait plutôt défaitiste. N'y a-t-il pas tout de même des forces, ce que l'on appelle des forces libérales dans
dans l'échiquier politique israélien qui pourraient ensemble se rassembler, peut-être pour faire pour insister sur cet aspect, on va dire, plus libéral de l'État d'Israël, avec les formations comme la vôtre, comme le parti Meretz, comme l'Union démocrate, comme le parti travailliste. Non, mais j'en disconviens pas, Daniel. Bien sûr qu'il reste dans la société israélienne des éléments libéraux, bien sûr. Alors il y aura 6 ou 7 ou 8 mandats pour Meretz, qui s'appelle aujourd'hui l'Union le Parti démocrate, oui. Et puis Lieberman, je ne sais pas où il faut le classer. Lieberman est en pointe aujourd'hui par rapport à la question de la coercition religieuse. Et d'abord, moi, je constate qu'il a fait 20 ans de coalition avec les partis orthodoxes et je ne me rappelle pas que ça lui est particulièrement déplu. Donc aujourd'hui, je pense que plutôt par opportunisme qu'autre chose, il a flairé qu'effectivement les partis orthodoxes avaient une fois de plus été trop loin dans leur appétit insatiable de contrôle sur la société israélienne et sur la population laïque. Et donc, ayant été trop loin, ils ont provoqué un retour de manivelle qui s'est appelé dans le passé Tommy Lapid et qui s'appelle aujourd'hui Avigdor Lieberman. Mais ça ne fait pas de Lieberman un libéral, ni un homme de gauche, certainement pas, mais pas un libéral non plus. Donc oui, non, moi je ne dis pas, bien entendu, qu'on n'est pas un monolithe. Il reste de grands secteurs libéraux dans la population juive de l'État d'Israël, mais ils sont en recul systématiquement. On le voit à l'œil nu, je pense, Daniel, que ça ne peut pas être contesté. Vous avez une situation aujourd'hui dans laquelle tous les droits de l'homme les plus élémentaires et toute la question du rapport aux minorités pour lesquels les Juifs se battent à l'étranger quand nous sommes minoritaires, sont aujourd'hui considérés en Israël comme l'ennemi à abattre. Vous parlez aujourd'hui de droits des minorités, d'égalité, etc. Vous êtes considéré comme un dangereux gauchiste, alors que ce sont exactement les mêmes revendications minimales que nous exigeons en notre faveur lorsque nous sommes minoritaires dans les pays occidentaux. Voilà, c'est là qu'on en est. C'est ce que veut la majorité de la population juive en Israël. Il faut en prendre acte. Et voilà, moi je peux souhaiter très personnellement un changement de régime, un changement de leader, un changement de Premier ministre pour des questions personnelles. Parce que je pense, j'ai pensé, on en a déjà parlé ici, et je continue à penser que Benjamin Netanyahu a semé la haine et la division dans ce pays de manière permanente, constante et réfléchie, et que c'est extrêmement grave. Il a déchiré le tissu social israélien, il l'a rendu méconnaissable. Donc pour moi, je serais heureux qu'il soit amené à quitter le pouvoir, mais ça n'amènera pas, je ne me fais aucune illusion sur l'arrivée de Benny Gantz, une éventuelle arrivée de Benny Gantz, ce sera à peu près la même ligne politique. Il y aura peut-être un climat social plus assaini, ce qui n'est pas négligeable non plus, bien entendu. Alors, je voudrais qu'on se focalise un petit peu plus sur ce qui se passe, on va dire, bien à gauche ou dans la gauche idéologique. Alors, cette gauche idéologique est, on va dire, la gauche clean, hein, celle qui revendique, on va dire, le message socialiste. Eh bien, elle s'est alliée il y a quelques semaines avec Ehud Barak, et un Ehud Barak que l'on a aussi du mal, hein, un peu comme Lieberman, à classer dans l'échiquier politique. Parfois, il est à gauche, parfois il a justement coopéré longtemps avec Benjamin Netanyahou. Il a fait exploser le parti travailliste pour rester dans un gouvernement de Netanyahou, et aujourd'hui il est devenu le principal ennemi politique de Netanyahou. Quel regard vous portez sur cette démarche, cette initiative de Nitzan Horowitz, le nouveau leader de Meretz, de rejoindre, d'accepter de s'allier avec un Ehud Barak qui était aujourd'hui, y compris dans le contexte de ses relations avec Jeffrey Epstein. Quel regard vous portez sur cette démarche? Écoutez, je pense d'abord qu'il faut laisser Epstein reposer là où il est. Je pense pas qu'on puisse incriminer Ehud Barak, parce que vous savez, j'ai pas eu l'occasion de consulter le carnet d'adresse d'Epstein, mais il est aux mains de la police américaine. Je peux vous promettre que le monde entier est dedans à peu près, de gauche comme de droite. Oui. Et vous
c'est quand on arrive. Donc non, là, c'est parce que Nitzan Horowitz surtout voulait véhiculer un message justement d'éthique, de morale, de la part du parti Meretz. Mais Barak, jusqu'à plus ample informé, s'il apparaît un jour qu'il a fricoté avec Epstein, c'est une autre affaire. Jusqu'à plus ample informé, c'était une relation d'affaires. Epstein avait vous savez, cette affaire de fonds, d'argent qu'il aurait reçu d'une fondation d'Epstein. C'est-à-dire, mais on ne sait rien. Regardez. Je ne veux pas parler parlons sur le fond, sur le principe. Et oui, parce qu'il faut faire attention. Vous savez, vous-même, vous employez le conditionnel. Donc, tout en employant le conditionnel, on diffuse quand même des choses qui après... Non, mais restons sur Barak parce je pense qu'il est... captivant. Barak, c'est un homme de gauche pour vous ? Je ne sais pas. C'est comme vous disiez il y a quelques minutes. Je ne sais pas trop où il est. Son passage à la tête du gouvernement, je voudrais vous rappeler à tout le monde, et peut-être à Nitzan Horowitz aussi, que Barak, Premier ministre, a construit dans sa première année de gouvernement, il a eu 1 an et demi comme chef du gouvernement, dans sa première année, il a plus construit dans les territoires que Benjamin Netanyahu dans la dernière année précédente de son pouvoir. Donc, après, d'un autre côté, c'est lui qui nous a sortis du Liban, courageusement, qui a sauvé, je pense, beaucoup de vies humaines. Il ne faut jamais oublier que 1200 soldats israéliens sont morts au Liban jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne ne comprend pourquoi. Une aventure qui était folle et à laquelle Barak a mis fin courageusement. Mais d'un autre côté, son milieu social n'est pas vraiment celui des ouvriers. Des associations syndicales du sud de Tel Aviv. Ce serait plutôt le petit groupe des multimilliardaires israéliens. Voilà, c'est Barak, c'est comme vous l'avez dit, c'est inclassable. Nitzan Horowitz a bien fait de s'allier à lui, ou alors il a fait une erreur là. Il a commis une erreur qui peut affecter, on va dire, justement le caractère très clean du parti Meretz. En tout cas, je vais vous dire, je pense que cette démarche est le fruit d'une capitulation devant le terrorisme intellectuel qui sévit aujourd'hui en Israël. Si vous vous revendiquez de gauche aujourd'hui en Israël, pour beaucoup de gens, et pas seulement pour des excités de la rue, mais même dans certains groupes soi-disant plus raffinés, on dira, vous vous dites de gauche, vous êtes placé immédiatement, vous n'avez pas encore ouvert la bouche, vous êtes un traître, vous êtes à la solde des Arabes, vous avez oublié ce que c'est d'être juif, comme dit d'ailleurs très élégamment le Premier ministre Netanyahou. Donc je crois que Meretz, dans un moment, je dirais, de capitulation devant ce terrorisme intellectuel-là, a voulu à toute force trouver une caution sécuritaire, on va dire. Et Meretz s'est jamais construit, la gauche israélienne s'est jamais construite autour de généraux. Aujourd'hui, Meretz, je pense qu'il y a eu une petite panique, moi je dirais quand même, devant cette vague-là, parce que Daniel, c'est incontestable. Dans une large partie de la population israélienne, l'incitation de Benjamin Netanyahou a porté ses fruits. Vous pouvez avoir été un combattant d'une unité d'élite, vous pouvez avoir 5 décorations militaires, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, prouver votre valeur, votre courage sur le champ de bataille, votre patriotisme, risquer votre vie, tout ce que vous voulez. Dès que vous n'êtes pas sur la ligne de Benjamin Netanyahou, dès que vous n'êtes pas pour l'annexion, pour je sais pas trop quoi d'ailleurs, je comprends, vous êtes un traître à la patrie. Alors, je parlais justement au niveau, je parlais au niveau idéologique, Yosh, c'est surtout, c'est-à-dire pourquoi, par exemple, Meretz aurait choisi plus particulièrement le parti d'Ehud Barak plutôt qu'un parti travailliste dirigé par un Amir Peretz qui se voulait justement beaucoup plus socialiste, qui revendiquait la défense des couches sociales défavorisées. Mais Meretz a tendu la main dès que Peretz a été élu. Vous vous rappelez, Tamar Zandberg était encore présidente le soir même. Il fallait faire cette alliance. Ici, c'est Peretz qui n'a pas voulu. Amir Peretz, pour moi, a fait une erreur colossale qui va amener à la mort du Parti travailliste. Pour moi, je pense que je leur souhaite quand même de passer le seuil. Mais même ça, aujourd'hui, Daniel, on n'en est pas sûr, vous vous rendez compte. Peretz a fait un pari.
Lui aussi, je crois, par rapport à cette Pérez lui-même est une colombe depuis toujours, et il a une colombe politique, hein, évidemment, et il a lui aussi pour soi-disant dans cette tactique fumeuse à mes yeux entre guillemets d'attirer des voix de la droite. Il a repoussé l'alliance avec Meretz comme si c'était des pestiférés à peu près. Oui. Il est allé chercher Orly Levy, qui est une parlementaire appréciée, une femme qui a beaucoup de mérite, qui est très en pointe sur le plan social, mais dont on a vu en avril que, quelle que soit l'importance de son travail social, elle ne passait pas. Elle ne passait pas. Donc il est allé, c'est le... Vous me permettrez cette image-là, mais c'est un peu l'aveugle qui est allé chercher le paralytique. Oui. Et tous les deux, ils vont sombrer. Parce que même s'ils passent, ce qui n'est même pas encore acquis maintenant, ils flirtent avec les 4 sièges, là, comme vous voyez bien. Disons qu'il maintient il a 6 sièges maintenant, disons qu'il parvient à maintenir 6 sièges. Il en grappille encore un. Vous voyez, je suis dans le scénario optimiste, là. Il est à 7, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Il y avait une occasion historique, effectivement, de créer un bloc de gauche, de la vraie gauche, qui aurait pu arriver par vous savez, entre les 5 de Meretz et les 6 du Parti travailliste, ça fait 11 avant de partir. Il y a une dynamique, on appelle ça, que vous connaissez bien, la dynamique de l'union. Les gens comprennent que leurs leaders se sont mis ensemble, ça donne une idée de force, ça donne une mobilisation. Il aurait pu arriver à 12 ou 13. À 12 ou 13 en Israël, à la Knesset, vous faites beaucoup de choses, hein, Daniel, vous savez bien. Regardez ce que Bennett et Shaked ont fait avec 8 députés. Et là, Pérez a manqué une occasion historique qui ne se répétera probablement pas. Et cette erreur-là peut d'ailleurs lui coûter sa carrière politique. Et moi, je le regrette parce que c'est un homme droit, honnête, un vrai dirigeant ouvrier, un type un homme de Sderot qui n'a jamais quitté Sderot, même quand il est devenu ministre, je veux dire, c'est un profil, c'est un personnage, c'est une personnalité qui manquera sur la scène politique israélienne pour moi. Simplement, il aura cherché sa débat, c'est dommage. Eh bien, merci beaucoup Yosh Amichab de nous avoir permis de discuter sur la situation politique à quelques jours donc de ces élections, en particulier dans la gauche israélienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Merci à vous Daniel, bonne journée.